À tous les délégués, bon mercredi et bienvenue à notre deuxième conférence de leadership sportif de Petro-Canada. Je suis très content de vous voir tous encore aujourd'hui et de vous orienter pour les prochains jours. Je m'appelle Benoît Huot, mes pronoms sont lui, il, et je suis sur le territoire traditionnel des Iroquois sur le Saint-Laurent, les Inuits et les Mohawks, le peuple Mohawk du Canada. Pour commencer, pour notre interprétation simultanée, pour que ça se passe du mieux possible, je vais m'exprimer seulement dans une langue à chaque jour. Aujourd'hui, la première journée en anglais et demain, notre deuxième plénière demain sera donnée en français. En français ou en anglais. Pour échanger la langue, cliquez simplement sur le hyperlien. Oh, je crois que j'étais sur... J'étais en sourdine. Simplement sur le hyperlien dans la description pour accéder à la diffusion dans une autre langue. This plenary is available to watch in both English and French. Cette plénière est disponible en anglais ou en français. Si vous voulez changer la langue, s'il vous plaît, vous pouvez descendre et trouver le lien pour changer la change. Donc, dans l'interprétation. Vous voyez mon nez, mon grand nez, vous voyez que j'ai été en mesure de participer en natation dans les Jeux paralympiques, en natation. Et j'ai déjà eu l'opportunité d'être l'hôte de cette conférence en personne et virtuellement l'année passée. L'année passée, c'était une expérience extraordinaire. Plusieurs d'entre vous avaient amené des délégués de partout au pays. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir encore une autre fois dans cet événement virtuel. Alors, j'ai de très importantes responsabilités comme maître de cérémonie. Je dois vous rappeler de certaines choses. Donc, faisons-le tout de suite. L'événement offre différentes fonctions pour que tous puissent participer dans notre plénière. À droite, la droite de votre écran, vous avez deux onglets. Il y a les questions et réponses où vous pouvez soumettre des questions pour les conférenciers. Vous pouvez l'utiliser après la présentation plénière. Vous pouvez aussi voter en cliquant sur la flèche qui va vers le haut. Donc, les questions seront priorisées selon le temps que nous aurons de disponible. Il y a aussi une discussion, un chat où vous pouvez nous envoyer du feedback. Alors, nous enregistrons ceci, incluant une transcription du chat. Alors, nous vous demandons de participer d'une manière respectueuse. Vous aurez aussi l'opportunité d'explorer certaines autres fonctions dans cet espace virtuel, incluant de pouvoir afficher des choses sur le mur, de pouvoir organiser des rencontres virtuelles. Et nous allons parler davantage aujourd'hui, croyez-le ou pas. Plus de 850 d'entre vous, les participants, vous êtes inscrits pour participer cette semaine à notre conférence. C'est très excitant, incluant des délégués de toutes les provinces, les territoires au Canada, sur l'île de la Tortue, bien sûr. L'ouverture officielle de la conférence, j'ai le plaisir de présenter notre aîné, Dan Ross, pour fournir une ouverture, un mot de bienvenue et une bénédiction. Un aîné qui vient du territoire traditionnel sur lequel nous nous trouvons. Il est algonquin de Pequot-Nancon, une Première Nation à Golden Lake en Ontario. Dan suit son parcours sur la terre-mère. Son nom spirituel, c'est Hanhin Hanhanyakwat. Il est né dans le village de Pakwakwawa et a été élevé avec deux frères et une sœur à cet endroit. Sa grand-mère et sa mère sont nées et élevées dans ce que nous appelons aujourd'hui Springtown, près de Calabogie. Springtown, c'est là où beaucoup d'Algonquins ont été déménagés sur une réserve à Golden Lake en Ontario. Il vit à Ottawa depuis 1961 et en 2002, on lui a demandé
devenir un consultant spirituel et culturel par les Services correctionnels Canada pour travailler avec des contrevenants autochtones. Son travail à Ottawa comprend l'assistance auprès des contrevenants autochtones afin de pouvoir aller chercher des services lorsqu'ils se réintègrent dans la communauté. Son travail de personne à personne lui permet de travailler au niveau de la culture en lien avec leur dépendance. Bonjour, mon chama, Sanim Kiana Kwada Dishnikas. My given name is Dan Ross. Je m'appelle Dan Ross, mais mon nom spirituel, c'est Amin Tigalakwa. Je suis algonquin et ma Première Nation, Pequannoulon, c'est ma connexion et ma réserve. C'est un honneur pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. C'est un honneur d'être là encore avec vous. Je veux remercier le Créateur pour cette journée. Je veux remercier le Créateur pour le don de la vie. Je veux remercier la grand-mère Lune pour ce qu'elle fait avec l'eau et les femmes, celle qui nous donne la vie. Le grand-père Soleil qui se lève le matin pour nous éveiller. Nous avons notre café, nous allons travailler, nous allons à l'école, peu importe. Nous allons à l'extérieur et nous entendons les oiseaux qui chantent. Ça met un sourire au visage et notre journée commence. Il y a une chose que je veux mentionner aujourd'hui. Ce sont les survivants des pensionnats indiens et ceux qui n'ont pas survécu, ceux qui ont été assassinés. C'est quelque chose qu'on ne peut oublier, c'est quelque chose dont il faut être au courant et nous devons le partager avec les non-autochtones et avec les gens partout dans le monde pour que nous puissions parler de cette perte. Nous ne savions pas ce qui se passait à cette époque-là. Je veux vous laisser avec un colibri. Nous l'avons fait auparavant. Je veux le faire encore une fois. Il y a longtemps, il y a eu un grand feu et les oiseaux et les animaux couraient pour leur sécurité. Et le petit colibri est allé à la rivière. Il est allé chercher une goutte d'eau. Tous les animaux et tous les oiseaux se sont arrêtés et ils riaient du petit colibri et le petit colibri, un oiseau lui a dit « Qu'est-ce que tu fais? » Et le petit colibri a dit « Je fais ce que je peux. » Miigwech, merci. Bonne réunion. Bon 2 jours ou 3 jours. Miigwech. Merci, Dan, pour cette opportunité de commencer avec une pleine conscience et la gratitude. J'ai eu le privilège d'assister à cette conférence dans les années précédentes et c'est un événement spécial à chaque fois. Plusieurs différentes équipes sont là. Et cette semaine, mettra l'accent sur ce que nous avons vécu depuis 18 mois en parlant de la santé mentale, les athlètes, les entraîneurs, tout ce qu'ils peuvent vivre au cours de leur carrière, mais spécifiquement depuis 2 ans. Et le changement, comment pivoter, c'est que nous n'avons aucun choix que de s'adapter dans notre monde et surtout dans notre sport. Pour parler de la réconciliation, c'est un sujet dont nous allons parler toute la semaine. Merci encore une fois à Dan d'être là aujourd'hui avec nous et nous aurons une plénière tout à fait spéciale à cet égard vendredi. Je pars avec une appréciation renouvelée pour la communauté sportive et les connexions que nous avons établies. Je n'ai aucun doute que les séances cette année nous donnera de nouvelles perspectives pour l'année à venir. J'aimerais maintenant vous présenter le formidable PDG de l'Association canadienne des entraîneurs, Lorraine Lafrenière. Hello everyone, bonjour à tous. Je me prononce en
elle et elle. J'aimerais commencer en reconnaissant que le territoire sur lequel je me trouve aujourd'hui, ce sont les territoires non cédés des peuples algonquins, Anishinaabe. Les peuples autochtones ont vécu sur ces terres pendant des milliers d'années et je suis très reconnaissante envers le peuple algonquin comme gardien de ce territoire sur lequel je vis et je travaille. J'aimerais vous dire que j'apprécie la grand-mère Lune et le grand-père Soleil qui nous donnent leurs dons à tous les jours. Lorsque nous avons commencé à planifier cette conférence cette année, nous avons eu beaucoup d'incertitudes par rapport à l'environnement dans lequel cette conférence aura lieu avec vous tous pour créer une communauté, des connexions entre nous. Au début, nous y étions, mais ça fait un bout de temps que ça dure. Et nous retournons au sport, mais ça progresse tranquillement quand même. Alors, notre thème, c'est un appel collectif à l'action. C'est une opportunité d'apprendre notre environnement pour que nous puissions nous rassembler aujourd'hui et pour les prochains jours, de célébrer nos réussites, de parler de nos défis et qu'on ait la sagesse pour aller de l'avant collectivement et individuellement. Alors, c'est mon plaisir maintenant d'inviter le président de notre conseil d'administration, Paul Carson, afin de vous accueillir tous avec moi. Monsieur le Président, merci beaucoup, Lorraine. J'apprécie vraiment cette opportunité. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là avec vous tous aujourd'hui. J'aimerais reconnaître que je suis sur le territoire traditionnel de la Confédération des Pieds Noirs, Tsuut'ina, des nations Stoney Dakota, la nation Métis de la région 3 et tous les peuples qui vivent dans la région du traité numéro 7 au sud de l'Alberta. Et merci à Dan Ross d'avoir ouvert la conférence aujourd'hui. Comme Lorraine et moi en avons discuté en préparation pour cet événement, nous avons commencé à discuter des changements que nous avons vus au fil de l'année et notre première réunion virtuelle l'année passée. Alors que j'y pensais l'année passée, la croissance des réunions en ligne a été remarquable. Ces réunions virtuelles ont créé une plateforme intéressante et une opportunité pour que les gens connectent ensemble. Mais c'est vu aussi avec la fatigue événementielle. Nous avons vu, après un bout de temps, bien que nous aimions la technologie et c'était excitant, nous avons commencé à nous ennuyer des opportunités où nous nous rencontrions en personne. Mais j'espère vraiment qu'à travers cette plateforme, vous serez en mesure quand même de vous connecter. Si vous avez considéré ces espaces virtuels en vous connectant à d'autres, c'est important. L'accès à d'autres personnes lorsqu'on ne peut voyager, c'est étonnant tout ce qu'on arrive à faire alors que nous n'avons pas à considérer le temps de voyagement. Il y a une approche créative à la conception de nos espaces de travail. Vous allez chez les gens lorsque vous les rencontrez en ligne et c'est intéressant de voir comment les gens créent un environnement qui est chaleureux et accueillant tout en restant professionnel et de gérer des agendas professionnels sur une base quotidienne. Nous n'avions pas à gérer notre vie personnelle et quotidienne avec le travail aussi étroitement. C'est intéressant ces changements que nous avons vus au fil de la dernière année. C'est toujours excitant d'être là pour un tel événement, mais nous savons que c'est différent en même temps. C'est vrai, Paul. J'ai tellement de reconnaissance d'être en mesure d'avoir une conférence virtuelle et c'est le plus près que j'ai été de vous depuis 2 ans. Alors, vous avez hâte à quoi, Paul? Quel serait l'un de vos faits saillants pour cette conférence? Bien, ça a toujours été un fait saillant pour moi de faire partie du Gala des prix. Le jeudi soir, nous célébrons les organisations et les entraîneurs extraordinaires au cours de la dernière année. Même avec tous les défis à cause de la pandémie, nous avons beaucoup de choses à célébrer et c'est formidable d'être en mesure de célébrer ces accomplissements. Là, comme nous l'avons fait par le passé, j'encourage chacun d'entre vous de vous joindre à nous en ligne. Le groupe fait un travail extraordinaire avec la présentation virtuellement. Moi aussi, j'ai hâte de célébrer nos entraîneurs extraordinaires et cette année,
C'est notre 50e anniversaire, donc l'ACE est là depuis 50 ans et après 5 décennies, nous sommes toujours engagés à créer un système sportif qui s'engage et qui dessert nos communautés en contribuant à la qualité de ces services d'une manière inclusive. Nous sommes très reconnaissants pour chacun d'entre vous, pour votre contribution, pour le programme de certification et bravo à vous tous d'avoir créé un système, ce système que nous avons. Que pensez-vous des thèmes, Paul? Mais j'aime beaucoup les thèmes. Premièrement, j'aimerais mentionner, encore une fois, ces 50 ans d'implication dans le leadership. Lorsque je parle que j'ai un chiffre de 4, j'ai un nombre de 4 chiffres pour mon implication dans l'entraînement. Une chose que j'aimerais dire, on parle beaucoup de mieux-être. Nous voulons, dans le monde d'aujourd'hui, d'être d'une de ces organisations pour pouvoir engendrer un mieux-être positif, une santé mentale positive. J'aime beaucoup les thèmes à cet égard. Des pratiques inclusives, nous devons considérer de telles pratiques au niveau de l'inclusion et de célébrer ce que d'autres ont à nous offrir pour l'orientation dans ce processus pour créer les environnements les plus propices pour nos athlètes, nos équipes, pour les organisations. Et enfin, des stratégies d'affaires innovatrices et durables. Cela devrait être au cœur à ce qui soutient le sport et c'est tellement important pour la société aujourd'hui. C'est vrai, j'ai hâte à ces 3 thèmes et nous sommes sur le point de commencer avec notre première plénière. Je sais pas, nous avons eu des conversations difficiles et des cœurs lourds. Nous devons reconnaître les traumatismes avec les Blackhawks et Coral Beach et comment c'est important de diriger collectivement et individuellement pour que le changement s'opère. C'est un travail qui ne disparaîtra jamais et notre travail, c'est d'apporter ce changement pour créer un environnement plus sécuritaire et sécurisant. Alors, Paul, je sais que c'est un défi pour vous aussi. Définitivement, j'ai passé ma carrière dans le sport avec un œil ouvert à un environnement sécurisant pour que nos athlètes puissent participer et que les entraîneurs en fassent partie aussi. En bout de ligne, je crois qu'il y a tellement de choses en dessous de ce parapluie de sport sécuritaire et c'est un sujet moins agréable qui nous touche et nous devons y apporter l'attention particulière comme il se doit. Il y a des étapes à franchir pour nous assurer que nous sommes toujours en train de vouloir livrer le meilleur environnement possible pour nos participants. Je suis d'accord, Lorraine, ça ne disparaîtra pas, mais ça doit être bien géré et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour atténuer ces défis, non seulement au niveau du sport, mais aussi dans la vie en général. Et voilà notre opportunité de reconnaître et d'accueillir ces défis pour la suite des choses. Oui, nous devons fermer la porte le plus possible et établir les bonnes politiques, les bonnes procédures et les entraîneurs professionnels sont importants et importantes et nous devons les soutenir. Je nous invite tous et toutes à réfléchir à notre rôle à cet égard et comment nous pouvons contribuer. Et donc, Paul, je suis très excitée de voir le système sportif qui continue de croître à travers cette pandémie, en fait. Et nous avons un engagement envers nos fédérations sportives et nos partenaires provinciaux et territoriaux d'écouter, de nous adapter, nous assurer de soutenir à partir de la communauté jusqu'à un niveau élevé de performance. Merci, Paul, d'être là. Je vais continuer pour quelques minutes encore avant de présenter quelqu'un de très spécial. Alors, j'aimerais commencer en
reconnaissants. Notre commanditaire, donc l'Association canadienne des entraîneurs et entraîneuses, nous sommes très contents de notre partenariat avec Petro-Canada. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes partenaires et leur leadership continu envers les athlètes et les entraîneurs n'a jamais fléchi. Ils ont été un partenaire important pour les Paralympiques aussi. Nous sommes tellement fiers de l'impact que ça a eu sur la qualité et le développement des services sportifs. Ils démontrent vraiment ce que c'est que d'aller au bout de leur engagement. Et voilà que nos athlètes puissent briller à travers leurs efforts. À chaque année, nous avons l'opportunité de travailler avec Petro-Canada, comme vous le verrez, jeudi soir, lors du Gala des prix, pour les prix d'excellence. Nous avons hâte des 46 entraîneurs canadiens qui recevront un prix d'excellence de Petro-Canada. 46. Chacun de ces entraîneurs a soutenu un athlète ou une équipe au niveau mondial, pour les championnats mondiaux, soit les Olympiques ou les Paralympiques. Alors, soyez avec nous demain soir, comme Paul l'a dit, et nous avons hâte de vous voir sur notre canal YouTube. Joignez-vous à nous demain soir pour honorer ces entraîneurs qui trop souvent sont laissés pour compte. Vous pouvez apprendre davantage par rapport au programme de Petro-Canada pour savoir comment créer des expériences sportives sécurisantes et il y a un concours aussi pour les Petro-Points, ça c'est toujours le bienvenu. Et ils vont, merci à Petro-Canada d'être avec nous. Maintenant, j'aimerais reconnaître le soutien continu du gouvernement du Canada. C'était tellement important pour que nous puissions avoir cette conférence à chaque année. Nous sommes très reconnaissants pour leur dévouement constant avec leur expertise. Ils veulent qu'il y ait un retour au sport de façon sécuritaire dans les dernières années. Nous avons vu comment ils sont un bon partenaire, de bons collègues dans notre capacité de revenir encore plus fort et d'aider notre système sportif à travers ces moments qui comportent ces défis. Merci au gouvernement du Canada. Alors, c'est mon honneur, c'est un honneur pour moi d'accueillir l'honorable Pascal Saint-Onge, notre nouvelle ministre du Sport et ministre responsable pour le développement économique pour la région du Québec. Hello, bonjour. Tout d'abord, je tiens à souligner que je suis présentement à Montréal, sur le territoire traditionnel des Mohawks et des autres peuples Haudenosaunee. Bienvenue à toutes et à tous à la conférence Petro-Canada Sport Leadership Sportif 2021. J'aimerais remercier l'Association canadienne des entraîneurs de nous réunir aujourd'hui. Merci Benoît pour vos bons mots. Merci Lorraine. C'est un immense plaisir de prononcer mon premier discours officiel en tant que ministre des Sports. Mon nouveau rôle m'intéresse énormément parce qu'il me permet, entre autres, de rencontrer des gens exceptionnels comme Benoît, comme Lorraine et Paul, mais aussi de reconnecter avec mon passé d'athlète. During my childhood and youth, au cours de ma jeunesse, de mon enfance, j'ai fait de la nage compétitive pendant 11 ans et ensuite, j'ai joué au volleyball au collège et à l'université. Je connais la passion, le travail, les efforts et le dévouement et la sueur qu'il faut pour réussir et comment toute l'équipe des entraîneurs et des organisations, combien c'est important. Merci Benoît et merci à tous les athlètes, les entraîneurs, les bénévoles, les arbitres, les clubs, les organisations sportives pour tout votre travail qui fait en sorte que nos athlètes, tous les Canadiens puissent être inspirés. Pendant ces moments difficiles, nous sommes encore plus reconnaissants à cet égard. Nous savons comment c'est difficile avec la COVID-19 pour toute la communauté sportive. L'incertitude et adapter vos entraînements à toutes sortes de contraintes. Vous avez raté des compétitions en raison de reports et d'annulations. Malgré tous ces contretemps, vous avez trouvé des solutions novatrices pour rester motivé et concentré tout en protégeant votre santé mentale. Le sport de haut niveau est déjà tellement exigeant sur le plan psychologique et émotionnel. Si on affronte en plus une pandémie mondiale, c'est beaucoup demandé à tout le monde. Mais vous avez fait preuve d'une résilience remarquable. Vous vous êtes adapté aux protocoles sanitaires, toujours changeants, et vous avez même réussi à briller. Pensons entre autres aux résultats d'Équipe Canada à Tokyo, après 1 an et demi de défis
immense. The theme of this conference, Let's Reignite Sport. Le thème de cette conférence, alors que nous sommes là, nous devons mettre l'accent sur la diversité et l'inclusion et la santé mentale. Aujourd'hui, nous allons parler de ces enjeux importants et j'ai hâte. L'une de mes priorités dans ce nouveau travail sera de penser à un retour sécuritaire pour tous. Sécuritaire, oui, en lien avec la COVID, mais plus que ça encore. Nous avons vu les conséquences des environnements non sécuritaires dans le sport. Nous avons besoin davantage de mesures pour nous assurer que le harcèlement, le maltraitance et l'abus ne se produisent plus. Et si cela se produit, qu'on en parle tout de suite. C'est pour cette raison que nous avons soutenu l'établissement d'un nouveau mécanisme de sport sécuritaire, le Centre de résolution des litiges au niveau sportif. J'étais tellement impressionnée comment la communauté sportive s'est ralliée derrière ce mécanisme. Je veux dire que nous devons prendre particulièrement soin des groupes vulnérables, y compris les jeunes et les filles autochtones. Au Canada, la pratique du sport chez les filles et les femmes de 15 ans et plus est en baisse constante. Elle est passée de plus de 50 en 1992 à seulement 18 en 2020. Et la pandémie a creusé l'écart encore davantage. Selon une récente étude menée par Femmes et Sport au Canada, 9 filles sur 10 pratiquent moins de sport ou ont cessé de faire du sport depuis le début de la pandémie et une fille sur 4 est décidée à ne pas retourner à la pratique sportive. These same girls say that not having sport in their life Ces filles disent que de ne pas avoir le sport dans leur vie, cela a un impact sur leur santé mentale et physique. Donc, ils connaissent les conséquences. Toutefois, ils ne se sentent pas en mesure de participer. Nous devons faire quelque chose à cet égard. Nous connaissons tous le potentiel du sport pour que les vies soient mieux et d'avoir des communautés plus sécuritaires, plus en santé. J'ai hâte de rencontrer et d'apprendre toutes les parties prenantes au niveau du sport dans les semaines à venir. Je veux comprendre les défis auxquels vous faites face. Je veux aussi établir de bonnes relations avec vous tous et toutes. Et je veux que vous sachiez que je comprends le rôle important qu'est le vôtre pour rallumer le sport. Merci. Et votre accueil. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Madame la ministre. Merci beaucoup, Madame la ministre. Alors, ça fait extrêmement plaisir de vous avoir parmi nous. And I can tell you that we are so Et je peux vous dire que nous sommes tellement heureux et fiers d'avoir ministre des Sports à nouveau. C'est vraiment bien et nous avons hâte de continuer de travailler avec votre bureau pendant les prochains mois et prochaines années. Votre élection. Thank you again, Lorraine. Merci à nouveau, Lorraine et Paul, pour vos belles paroles et le gouvernement du Canada et Sport Canada pour leur soutien, leur leadership et au fil des années, et aussi à Petro-Canada pour leur soutien continu pour cet événement. Et maintenant, je suis heureux d'accueillir Krista Schiff, directrice de Brand Loyalty et Marketing Communications à Petro-Canada, qui va présenter notre premier intervenant de SLS 21. Après la présentation, il y aura la possibilité pour les délégués de participer à une période de questions-réponses qui sera modérée par Nathalie Romscheid, directrice de marketing et communication au ACE. With a background in theater, Anthony McLean delivered. Elle va livrer une présentation sur la santé mentale, la diversité et l'inclusion. Il a livré des centaines de discours partout au Canada, aux États-Unis et en Australie. Et comme voix respectée, parler à CBC et Breakfast Television. Elle est aussi un acteur qui a commencé dans des annonces pour Fall Milk, Tim Hortons, Sprite, Verizon Wireless et Bell.
Et dans sa carrière, Anthony a agi dans le festival Stratford où il a développé sa passion pour Shakespeare. Il a accueilli CBC DX et elle a apparu à Comedy Soar et Rise and Above. Veuillez accueillir Anthony McLean. Merci beaucoup, merci. J'imagine des grands applaudissements d'un océan à l'autre. Je sais que nous avons des délégués de partout, dans toutes les provinces au Canada et territoires. Et je crois qu'il y a des applaudissements, je peux presque les entendre. C'est là, quelque part. Oh mon Dieu, allons-y. Alors, je vais commencer en partageant un récit avec vous, quelque chose qui m'est arrivé avant la pandémie, que lorsque je pouvais quand même encore voyager, j'étais dans une petite ville, des personnes vraiment gentilles, mais ce n'est pas très divers. Je crois que j'étais la seule personne noire pendant toute la période de temps que j'ai passée là. Mais je suis en train de prendre mon dîner et un enfant s'approche de moi et cet enfant devait avoir 8 ans, il a un grand sourire sur son visage, il dit bonjour. Et je lui dis bonjour et je vois sa maman qui dit bonjour et ils sont tellement gentils que je dis oui, bien sûr, il peut me parler. Je dis bonjour au garçon et je lui dis vous êtes un homme noir, comme s'il avait rencontré le Père Noël. Je vous ai vu sur Netflix, vous êtes vrai, vous êtes réel. C'était vraiment adorable. Et je me suis dit, je vais m'amuser avec cet enfant. Il est seulement sincère. Il n'a jamais rencontré une personne de couleur noire avant. Alors, je vais m'amuser avec lui. Je dis, en fait, mon père est noir, mais ma mère est blanche. Est-ce que tu sais ce que ça me fait? Il me regarde et il me dit, confus. Il n'a aucune idée, comme c'est vrai. Et alors, le garçon a dit quelque chose de vraiment intéressant. Il a dit, mais alors, est-ce que vous êtes un joueur de basketball? Alors, je me suis dit, bon, c'est un moment d'enseignement. Je ne veux pas que ce garçon pense que chaque personne noire qu'il rencontre, est-ce que tu es un joueur de basket? Je ne veux pas qu'il aille à l'université et qu'il pense que s'ils sont noirs, tout le monde qu'il rencontre, ils sont des joueurs de basketball. Alors, je vais faire que ce moment soit un moment d'enseignement. Alors, je lui dis, non, je ne suis pas un joueur de basketball. Et ça s'appelle un stéréotype. Un stéréotype, ça, c'est les idées que vous avez sur une personne que vous ne connaissez pas. Mais parce que vous voyez la couleur de sa peau, vous croyez que vous connaissez quelque chose par rapport à cette personne, mais vous ne connaissez pas vraiment la personne vraie. Alors, les stéréotypes, ce n'est pas bien. Et je lui dis, est-ce que c'est logique? Ça se comprend? Et ce garçon, il semblait avoir une lumière dans sa tête. Il m'a dit, oui, c'est logique, ça a du sens. Et à ce moment-là, j'ai su, c'est ce que nous avons besoin dans notre monde davantage, ce dialogue, des conversations telles que celle-ci, d'entendre les récits des autres, d'entendre ce que c'est que d'être quelqu'un d'autre, d'avoir nos idées et mises au défi et de pouvoir changer nos idées. C'est de ça que nous avons besoin dans le monde. Et à ce moment-là, lorsque j'ai partagé cette idée avec cet enfant, c'est comme si j'avais planté une semence dans son esprit et cette semence peut croître et avoir des fruits et elle peut partager ses idées avec d'autres enfants et peut-être qu'ils vont arrêter d'utiliser les stéréotypes et des patrons racistes et ils vont partager avec leur famille, leur communauté. Alors peut-être que j'ai changé le monde. Et j'ai eu ces sentiments pendant 6 ou 7 secondes et alors l'enfant a gâché ce sentiment complètement. Il a dit, alors vous n'êtes pas un joueur de basket? Je lui ai dit, non. Alors, est-ce que vous êtes un rappeur? Alors, juste quand je pensais que j'avais changé le monde, alors je vais être sincère. Ce que j'aime par rapport à cet enfant, j'aime le fait qu'il est sincère sur ce qu'il pense, sur les adultes, que nous, en tant qu'adultes, nous avons les mêmes pensées, mais nous avons appris à ne pas les dire à voix haute. Les enfants le disent. Et c'est pourquoi j'aime travailler avec les enfants, parce qu'ils sont sincères, ils vous disent ce qu'ils pensent.
Aujourd'hui, maintenant que je partage l'intersection entre la santé mentale et l'antiracisme, l'intersection entre les deux sur le bien-être mental et l'équité, que je parle de ce que c'est que d'être une personne de couleur en train de me déplacer dans une société qui est un peu centrée sur la blancheur. Qu'est-ce que ça fait à notre sens d'appartenance? Au fur et à mesure que je parle de ces idées, j'espère que vous pouvez être comme cet enfant. J'espère que vous pouvez être sincère sur vos pensées. Et j'espère que peut-être que vous et moi pouvons être avoir plus d'empathie les uns pour les autres. Et ce mot empathie, je vais y retourner plus tard. Mais premièrement, en premier, j'ai mentionné que mes parents, mon père est noir et ma mère est blanche. Je vais vous montrer une photo de mes parents. Alors, ici, c'est ma mère et mon père. Cette photo a été faite, je crois, probablement, Paul parlait de comment ça fait 50 ans qu'il est là et ce code de 4 chiffres, combien d'années ça fait. Lorsque je montre ces photos, je vous dire, je suis née en 1979. Ça fait 42 ans. Alors, on ne voit pas comment le temps passe, mais cette photo a été prise presque il y a 50 ans, en 1975, 76. C'est ma mère et mon père. Et ce qui est intéressant, c'est que mes parents se sont divorcés lorsque j'étais très jeune. Alors, je ne me souviens pas d'eux ensemble, mais lorsque je vois une photo d'eux ensemble, je me dis, ah, ils sont tellement adorables, j'adore. Mais pour moi, lorsque j'ai grandi dans une famille de race entremêlée, il y avait une époque où je me sentais pas, je vivais dans une région rurale, Ontario, à 45 minutes de Toronto, au nord de Toronto, si vous allez dans l'autoroute 404. Mais pour moi, lorsque j'étais petit, dans les années 80, à Aurora, j'étais souvent, d'habitude, le seul enfant noir dans ma classe. Lorsque je marchais avec ma mère, ils nous regardaient tous les deux, moi, ma mère, moi. Ils nous demandaient, est-ce que tu es adoptée? Et souvent, je sentais que je n'appartenais pas. Alors, il y avait des choses dans ma vie qui étaient difficiles, mais il y avait des avantages aussi, des bénéfices. Et je vais vous en dire plus long. Pour moi, lorsque j'étais en train de grandir dans différentes familles, différentes traditions, ça m'a enrichi en tant que personne parce que j'ai connu différentes personnes et comment les gens vivaient. Ma mère, son côté de la famille était britannique et suédoise. Alors, je me souviens d'être allée à des festivals suédois de Noël. Et je me rappelle de mon grand-père qui était britannique, qui a lutté dans l'ARF, dans la guerre mondiale et a fait son entraînement à Saskatchewan. Et c'est là où il a connu ma grand-mère qui habitait à Saskatchewan. Et ils sont tombés amoureux et ils ont eu des enfants. Et c'est ma mère, la famille de ma mère. Alors, j'ai grandi en visitant mes grands-parents et ils avaient ce Noël britannique. C'était super. À chaque année, ils avaient les mêmes desserts et quelques-uns d'entre vous les connaissaient. Qu'est-ce que les Britanniques mangent à Noël pour dessert? C'est le truffe, trifle. Et c'est vraiment marrant avec la crème fouettée, des gâteaux, il y a une sauce rouge. On dirait qu'il va y avoir quelque chose. Mais lorsque vous goûtez à la sauce rouge en bas de la truffe, vous savez ce que c'est? C'est du sherry. Et lorsque vous êtes un enfant, c'est horrible. J'ai tous ces souvenirs des Noëls britanniques. Nous avions ces biscuits ou ces pétards et nous tirions de chaque côté, mon frère et moi, il y avait un jouet en dedans et ce jouet, c'était ce qu'il y a de plus marrant. Si vous me donnez un cure-dent, je peux bâtir quelque chose de mieux de ce qu'il y avait dans ces pétards. Mais nous mettions ces couronnes en papier et qui se déchiraient dès qu'on les mettait. Est-ce que je peux vous dire combien de souvenirs formidables j'ai des festivals suédois de Noël et britanniques, parce que j'ai pu connaître différentes traditions, j'ai pu connaître différentes familles, comment elles vivent la vie.
J'ai pu voir les vacances, comment c'est différent dans différentes cultures. Et ensuite, j'allais dans ma famille jamaïcaine et mon père, nous avons à Little Jamaica Eglinton West à Toronto et je peux vous dire que là, il y avait de la musique, des danses au milieu de cette célébration de Noël, la nourriture, tout le monde s'amusait et je peux vous dire quelque chose. Si on vous invite à une fête jamaïcaine, il va y avoir de la danse, de la nourriture et ils vont vous offrir Jamaican rum cake. Alors, délégué, je peux vous prévenir, si quelqu'un vous offre ce gâteau de rhum jamaïcain, vous pouvez conduisez, ne prenez pas un morceau de ce gâteau. Je ne sais pas comment c'est jamaïcain sert tellement de rhum dans un gâteau et c'est encore solide. Vous ne pouvez pas conduire si vous avez eu une tranche de ce gâteau. Et ça semble être un gâteau au chocolat, mais lorsque vous êtes un enfant, vous faites cette erreur une fois et c'est tout. Si un Jamaïcain qui vous offre de la sauce piquante et vous dit ce n'est pas vraiment épicé, juste un petit peu, ne prenez pas la sauce piquante parce que votre visage va devenir comme la emoji de flamme, en flamme. C'est une annonce pour votre bien. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que pour moi, lorsque j'ai grandi avec ces différentes cultures, ça m'a enrichi. J'ai pu apprécier comment les gens différents à moi voient la vie. Ça m'a rendu plus appréciative. J'ai apprécié les différences. Ça m'a enrichi, ça m'a donné de l'empathie. Et ça m'a fait penser à la technologie GPS. Parce que cette technologie, je sais que ça semble être une blague, mais la technologie GPS, la façon dont ça fonctionne, c'est que si vous utilisez GPS lorsque vous conduisez, vous allez comprendre. Ceux de Petro-Canada, vous allez comprendre ça parce que lorsque vous conduisez, vous utilisez Google Maps, différents moyens. Le GPS, ça marche de cette façon-ci. Il y a 24 satellites qui font orbite autour de la Terre et ils sont éparpillés et ils ont différents signaux qui rebondissent les uns des autres et vous pouvez déterminer où vous vous trouvez. Ces 24 satellites sont éparpillés autour de la Terre. Alors, où vous vous trouvez partout au monde, vous êtes en ligne directe avec 4 de ces satellites. La seule raison pour laquelle le GPS fonctionne, c'est parce que ces satellites voient le monde de notre point de vue. Alors, quelques-uns le voient d'ici, d'autres de là, et c'est comme ça que le GPS fonctionne. Si tous ces satellites étaient dans un coin du globe, vous auriez tous ces points aveugles ici et ça ne fonctionnerait pas, mais ça fonctionne parce qu'ils voient le monde de points de vue différents. Et je trouve que tellement souvent, lorsque nous préparons une équipe de leadership ou nous cherchons d'autres entraîneurs ou bien nous préparons différentes organisations, nous cherchons des gens qui voient le monde comme nous. Avec les Samesies interprètes, je m'excuse, je ne sais pas comment traduire ce mot-là. Nous sommes les mêmes, Samesies, les mêmes. J'ai appris ce mot de mon professeur de maternelle. Elle m'a dit que lorsqu'elle voit un enfant qui est timide et qui ne s'engage pas, elle cherche quelque chose qu'elle a en commun avec cet enfant. Tu as un chandail rouge, moi j'ai un chandail rouge, Samesies. Ou bien vous aimez les Blue Jays, moi aussi, Samesies. Lorsque vous trouvez quelque chose en commun avec quelqu'un, vos neurones miroirs s'activent et vous sentez un lien, une connexion et vous sentez que nous sommes les mêmes et ça, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas conscient de cela, vous allez rassembler une équipe de Samesies. Alors, nous sommes tous avec le même âge, la même race, nous votons probablement de la même façon et nous sommes tous ici, de ce côté-ci du globe. Et il nous manque d'autres perspectives. Je peux vous dire que nous avons besoin de chercher des gens qui voient le monde d'une façon différente à nous pour pouvoir leur donner une place, pour écouter leurs récits plus que jamais. Alors, GPS, pour moi, c'est une analogie
parfaite. J'ai trouvé ça, j'ai découvert ça sur GPS aussi. Lorsque les États-Unis, les forces aériennes ont essayé d'utiliser les satellites pour trouver leur emplacement sur la Terre, l'un des plus grands défis pour eux, pour pouvoir développer cette technologie, c'est d'avoir une façon de mesurer très précise, parce que le monde n'est pas une sphère, pardon, c'est avec les montagnes, les vallées, c'est très difficile à mesurer. Alors, pendant quelque temps, les forces aériennes américaines ont pensé qu'ils ne pouvaient pas le faire, mais ils ont eu ce mathématicien, le Dr. West, qui était brillant, qui, avec des calculs formidables, qui a déterminé d'une façon vraiment précise les mesures exactes de la Terre. Et c'est comme ça que la technologie GPS a été développée. Dr. West vraiment un des esprits les plus brillants du pays. Mais ce que j'ai apprécié du Dr. West, j'ai une photo ici. Dr. West a toujours retourné à la communauté, un des esprits les plus brillants. Vous pouvez avoir une grande présence dans la salle, mais le Dr. West a toujours fait sentir que les gens se sentent à l'aise. Et Dr. West ne mesure que 5 pieds 1. C'est elle ici sur votre écran, la femme noire, c'est de Dr. West, cette mathématicienne brillante. Et je me demande, mais lorsque je partageais mon récit sur Dr. West, est-ce que vous pensiez peut-être que Dr. West était un homme? Et ce n'est pas, vous ne devez pas être honteux, mais je veux retourner à cet enfant qui était sincère sur ce qu'il pensait. Est-ce que vous pensiez que peut-être Dr. West, lorsque je vous ai monté la photo, c'était l'homme blanc, pardon, mais ce n'est pas quelque chose qui devrait vous rendre honteux, mais c'est d'être sincère sur nos propres stéréotypes inconscients, de la même façon que les poissons ne savent pas vraiment où ils nagent jusqu'à ce que vous sortez ce poisson de l'eau. Et le poisson se demande où il se trouve, mais c'est de la même façon dont nous réfléchissons. Nous ne rendons pas compte de la culture où nous nageons, nous ne réalisons pas qu'il y a des inégalités qui nous entourent, que nous avons internalisées et que parfois, lorsque nous imaginons des mathématiciens brillants, nous avons une image dans nos esprits sur cette personne. Est-ce que vous pouvez imaginer si c'est vous qui deviez embaucher cette mathématicienne brillante pour faire ce travail? Et imaginez que si vous n'êtes pas au courant de vos pensées biaisées, vous devez embaucher quelqu'un et parfois qu'ils sont semblables, mais votre réaction spontanée vous dit de choisir l'homme. Ce n'est pas, c'est un bien inconscient parce que c'est une femme qui se trouve là, parce que c'est une femme noire. Et c'est là où nous devons être prêts à regarder nos propres biais inconscients et pour voir que nous en avons aussi et être ouvert au fait que peut-être que j'ai choisi quelqu'un lorsque je nageais dans cette culture. Peut-être que je dois réfléchir sur mes propres biais pour pouvoir créer une atmosphère inclusive où je me déplace pour m'assurer que je suis la personne qui est en train de célébrer la diversité, qui recherche la diversité et de m'assurer que toutes les équipes où j'appartiens, que chaque personne dans cette équipe se sent inclus et qu'ils appartiennent. C'est le travail que nous devons faire. Alors, j'avais un GPS dans ma voiture lorsque je conduisais. Ce n'est plus là, je n'ai pas de place parce que maintenant, dans ma voiture, j'ai ça. Ça, c'est ma fille, Ariella. Oui, en effet.
C'est lorsqu'elle était plus jeune, mais avant que les délégués commencent à m'écrire des courriels en colère. Il ne devrait pas conduire comme ça, ce n'est pas sécuritaire. Oui, on s'amusait, c'était une blague. Je ne conduis pas avec ma fille comme ça. Voyons, lorsque je conduis, j'ai ma main sur son dos. Elle ne va nulle part. Elle est en sécurité. Ça va. Bon, c'est ce que je veux faire. Je veux vous faire jouer une vidéo tout de suite et c'est une vidéo de le dernier film que j'ai écouté sur VHS. Le dernier film que j'ai vu sur VHS. Je ne vais pas vous donner le nom du film, peut-être que vous allez deviner. Allez, regardez. Qu'est-ce que vous pensez les probabilités de que gars comme toi et une fille comme moi, qu'on aboutisse ensemble? Qu'est-ce que c'est les probabilités? Pas très grandes. Tu veux dire pas bien comme 1 sur 100? Je dirais 1 sur 1 million. Alors, tu me dis qu'il y a une chance? Oui! Alors, je sais que vous saviez, c'est pas très futé, mais c'est le dernier film que j'ai vu sur VHS. Et j'aime l'optimisme de Jim Carrey. Il y a une chance, il y a une probabilité, une possibilité. C'est l'optimisme qui est important dans la vie. Et alors, Ted Lasso, c'est mon programme préféré, l'espoir, l'optimisme. Je crois. Il faut y avoir de l'espoir, il faut utiliser cet espoir pour infecter tout le monde avec qui vous travaillez, leur donner une étincelle d'espoir. J'adore ça. Mais ce n'est pas... Il y a une autre raison pour laquelle je vous ai fait jouer cette vidéo, parce que c'est le dernier que j'ai vu sur VHS. Maintenant, vous parlez avec les enfants. Je sais qu'on a beaucoup d'entraîneurs ici qui ont des enfants jeunes. Vous vous souvenez de voir des films sur VHS? Ils croient probablement que c'est une plateforme de voir sur Paramount Plus ou Disney Plus ou Netflix ou VHS. Je vais m'inscrire. C'est une des nouvelles. C'est probablement ce qu'ils pensent. Mais il y avait un moment en 1991 où tous les vendredis soirs, comme enfant de 12 ans, nous allions voir au magasin de vidéos. Il y avait une époque, même si ce n'est pas jeudi, où il fallait conduire au magasin pour louer un film. Et je veux vous dire qu'en 1991, il y a un soir au magasin de vidéos, lorsque j'étais là avec ma mère, j'avais 12 ans. Et j'étais adolescent, je voulais voir Nightmare sur Elm Street. LeBron James, en fait, il s'est habillé comme Freddy Krueger. Il était formidable. Vous pouvez aller le voir sur Instagram si vous voulez. Alors, ma mère, elle me regarde, elle me dit, Anthony, tu as 12 ans, tu es un enfant, on va voir quelque chose de Disney, n'est-ce pas? Non, je ne veux pas voir Disney, je suis prêt pour Cauchemar sur Amsterdam. Regarde une section, je vois une autre section, et tout à coup, je vois sur le comptoir des suçons, et il y a un signe qui dit gratuit, prenez-en un. Et je me suis dit, oui, des suçons gratuits. Alors, je suis allée là et j'en ai pris 5, je vais être honnête. J'en ai pris 4 dans ma poche, 1 dans ma bouche et j'étais tellement heureux comme un enfant dans un magasin de bonbons, sauf que j'étais un enfant dans un magasin de vidéos parce que c'est 1991. Vous vous souvenez de 91? Alors, je cherche mon film et tout à coup, l'homme qui travaille dans le magasin commence à me regarder et il me regarde comme si je venais de donner un coup de pied à son chien. Il me regarde et je me demande qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là. Alors, je vais voir ma mère pour voir si on peut louer vendredi le 13. Elle dit non. On commence à en parler. Et alors, l'homme qui travaille dans le magasin, il vient voir ma mère et dit, est-ce que c'est ton fils?
Et ma mère dit, oui, est-ce qu'il y a un problème? Il dit, oui, il y a un problème. Ton garçon est un voleur. Il a volé de mon magasin. Et c'est je suis un criminel, je devrais aller en prison. Et je me demandais qu'est-ce qui se passait. Personne ne m'avait regardé comme si j'étais un criminel. Je n'avais jamais rien volé avant. Et je n'aurais pas dû prendre 5 suçons, mais la façon dont il m'a parlé, il m'a regardé comme si j'étais un criminel. Je n'avais jamais fait cette expérience avant. Et je me souviens, pendant qu'il me parlait, mon cœur va vide, je commence à bégayer, je ne comprenais pas très bien à l'époque ce qui était en train de se passer. Je ne savais pas comment, lorsque votre cerveau pense que vous êtes menacé, ce n'est pas un ours, et on doit peut-être lutter contre un ours, ou vous êtes nerveux à cause d'un examen de mathématiques. Votre cerveau, tout à coup, ne fonctionne pas bien et vous donne de l'adrénaline pour pouvoir fuir, mais peut-être que vous n'en avez pas besoin. Je ne savais pas ça à l'époque, ce qu'on doit faire. Alors, c'est pourquoi les exercices de respiration sont tellement positifs, sont tellement utiles, et on passe tellement de temps maintenant en parlant de ça, parce que vous devez savoir comment laisser savoir à votre cerveau que vous êtes en sécurité. Lorsque vous remplissez votre corps d'oxygène pour qu'il sache qu'on est en sécurité, on n'a pas besoin de toutes ces hormones. Je ne savais pas ça à l'époque. Alors, moi, je suis en panique, je sens m'être encore plus coupable de ce que je suis et je ne peux pas respirer, je suis en train de transpirer, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer. C'était horrible. Et c'était la première fois que quelqu'un m'a regardé comme si j'étais un criminel. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais 12 ans et pour cet homme-là, je n'étais pas un garçon innocent, j'étais un jeune noir. Il a eu toutes sortes d'idées, probablement inconscientes ou conscientes dans son esprit, des stéréotypes, des biais d'un jeune noir, et il est venu contre moi comme si je devais être en prison parce que j'ai pris trop de suçons. C'était horrible et c'est la première fois que ça s'est passé, mais ce n'était pas la dernière. Parce que pendant les prochaines années, en habitant en Ontario, j'étais suivie dans des magasins par les propriétaires qui croyaient que j'allais voler quelque chose. J'ai commencé à conduire à 17 ans à Richmond Hill, Ontario. Je conduisais et je suivais toutes les règles. J'ai pris mon cours de conduite, j'ai suivi toutes les étapes, je me suis arrêtée à l'arrêt et lorsque j'arrivais à un feu rouge, je laissais un espace, une voiture entre moi et la voiture devant moi et je suivais toutes les règles. Mais pendant que je conduisais à l'âge de 17 ans, je vois les lumières d'un policier derrière moi, il m'arrête et je me demande qu'est-ce que j'ai fait. Et pendant qu'il m'arrête, il s'approche et dit « Jean, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je ne suis pas arrêté à l'arrêt? » Et cet agent me dit « Non, non, je veux seulement voir si tu as volé la voiture. » J'étais en train de réfléchir « Comment? » Et il m'a dit « Je veux voir si tu as volé cette voiture. » Je veux voir les documents et je ne peux pas vous dire comment je me suis sentie lorsque le monde vous regarde comme si vous ne deviez pas être là, comme si vous n'appartenez pas à l'endroit que vous appelez votre foyer, lorsque vous n'avez rien fait. Vous devez comprendre, j'aime les agents de police, je ne prends pas ça à la légère, mais si quelqu'un vient chez moi au milieu de la nuit, je peux appeler les hommes et les femmes qui sont prêts à risquer leur vie pour moi. Je ne prends pas ça à la légère. Alors, j'aime les agents de police, mais ils sont humains comme tous nous. Et comme la plupart d'entre nous, nous avons des biais inconscients et nous devons travailler pour savoir d'où viennent ces idées et qu'est-ce que je suis. Est-ce que c'est mon instinct ou bien c'est mes biais inconscients? Parce qu'il y a probablement de ça dans nos esprits. J'ai travaillé dans des écoles où s'il y a un groupe de blancs, d'enfants blancs qui rient à haute voix, ça va. Mais s'il y a un groupe d'enfants noirs qui rient, c'est louche.
black youth has a hat on. Hey, take your hat off in the hallway. We don't. White kid's got a hat on. Enlève ton Hey, I chapeau. like the Maple Leafs too, but C'est un blanc, un chapeau. Oh, moi aussi, j'aime les Maple Leafs de Toronto. Je l'ai vu. and I know as Et a 17-year-old je sais, feels, comme jeune de 17 ans, ce que cela a l'air. especially if I'm being vulnerable, Surtout si to have white men who je are suis sources of authority vulnérable dans un endroit où ce sont des hommes blancs qui sont en autorité, peut-être un enseignant, un entraîneur qui me regarde like I am a menace to society. comme si je suis une menace envers la société, comme s'il y a quelque chose qui cloche avec moi. And what that does to Et my ce que sense of cela well-being, to my fait sense of à mon belonging, sentiment de mieux-être et d'appartenance, de sentir que je peux apporter une contribution, ça change tout. I think what hurt Je crois que ce qui m'a blessé even more encore plus than being accused of stuff that I didn't do, que d'être accusé de choses que je n'avais pas faites, things would happen c'est que souvent, lorsque ces choses arrivaient, to a friend, j'en family, parlais à un ami, un membre de la famille, un collègue de travail, un Canadien, un ami canadien, et je lui racontais cette histoire et ce qu'on me disait encore et encore et encore, oh, on n'a pas vraiment de racisme ici au Canada. C'est un problème au sud des frontières, pas ici. Et j'ai vu des gens nier mon expérience. Non, le racisme, c'est pas un problème ici. Oh, tu l'as mal interprété. Comment tu sais que tu t'es fait arrêter parce que tu étais noir? Peut-être que si tu avais été une femme de race blanche dans la trentaine, tu te serais fait arrêter aussi. Et mon expérience a été niée par des gens qui disaient que le racisme n'existe pas au Canada. Et cela a rendu les choses encore pires parce que lorsque vous passez à travers une expérience qui est traumatisante, lorsque vous avez quelque chose à traiter, votre cerveau doit le traiter. Et la façon dont le cerveau le fait, c'est en parlant à quelqu'un, en racontant l'histoire. Et si je vous raconte mon histoire et que vous écoutez avec empathie, que vous créez un espace pour entendre mon histoire, ensuite, mon cerveau peut traiter ce traumatisme et passer à travers. Mais lorsque je raconte cette histoire et que vous dites non, cela n'est pas arrivé, mon cerveau ne peut traiter cette histoire. C'est pour cette raison que d'écouter avec empathie, c'est tellement important. D'écouter avec empathie. Donc, si vous êtes un entraîneur et qu'un joueur vous dit que quelque chose s'est passé sur la glace, sur le terrain de jeu, dans le vestiaire, d'écouter avec empathie, de créer cet espace et de vous mettre dans les chaussures de cette personne. C'est tellement important. Lorsque votre fils, votre fille, votre nièce, votre neveu ou votre collègue de travail vous raconte une expérience qu'ils ont eue alors que votre adolescent passe un moment difficile, d'écouter avec empathie. C'est essentiel. Et ce que cela veut dire, c'est d'écouter sans minimiser. « Ah, c'est pas si pire que ça. Ah, c'est pas comme si on est dans les années 50 en Alabama. C'est pas aussi pire que ça. » D'écouter avec empathie, c'est d'écouter sans donner des conseils. « Oh, tu sais ce que tu aurais dû faire? » Alors, on essaie de traiter tout ça. Peut-être qu'il y a un moment où on va faire un remue-ménage. Qu'est-ce que je devrais faire la prochaine fois? Mais quand on est en phase de traiter le sujet, de ne pas se faire dire « Oh, tu aurais dû faire ci ou faire cela. » Ah, ça, c'est arrivé à cause de ton comportement. Et si tu avais un autre comportement, ça ne serait pas arrivé. J'ai entendu des histoires par rapport à des femmes qui étaient sexuellement harcelées en milieu de travail. Oh, tu portes quoi? Peut-être si tu t'es habillé autrement. Je vais vous donner des conseils. Porte pas telle affaire. Voyons donc. D'écouter avec empathie. Ça crée un sentiment d'appartenance et de mieux-être pour les gens dans votre vie. Lorsque vous écoutez tout simplement avec empathie, laissez cet espace, permettez cet espace pour que cette personne partage son histoire avec vous, ne pas minimiser, de ne pas donner des conseils, de ne pas nous mettre au centre. « Oh, moi, ça m'est déjà arrivé. Oh, moi, ça m'est déjà arrivé de me faire arrêter parce que j'ai dépassé la limite de 5 kilomètres. »
d'écouter avec empathie, c'est d'écouter sans le gaslighting. C'est un terme qui dit que je nie ton expérience. C'est pas arrivé. D'essayer de te convaincre que c'est pas arrivé. Kyle Beach, le joueur de hockey avec les Blackhawks de Chicago, qui a été harcelé sexuellement et qui l'a rapporté. Ah, je pense que tu ne l'as pas. Je me demande combien de nos jeunes athlètes ont dénoncé, ont raconté leur histoire. Peut-être que vous avez mal interprété ce qui est arrivé. Oh, la prochaine fois, lorsque quelqu'un raconte son histoire, nous devons permettre cet espace sans donner des conseils, de permettre la personne de parler. Lorsqu'on a entendu toute l'histoire, c'est d'avoir le courage ensuite de faire la bonne chose et d'avoir une discussion à cet égard. Mais premièrement, nous écoutons avec empathie. C'est tellement important que nous ayons davantage d'empathie, que nous puissions nous mettre dans les chaussures de l'autre personne. Et parfois, c'est malaisant. On veut comprendre. On vous aimerait penser, oh, je reste dans un pays qui, oh, je fais partie d'une équipe qui, oh, ma famille. Nous aurions bien pensé que ces choses-là ne se passent pas, mais ça ne nous aide pas. De se fermer les yeux pour ne pas le voir, ça ne nous aide pas. Et alors que nous restons dans l'ombre de la vérité, des atrocités des pensionnats indiens, voilà le temps maintenant de ne pas minimiser. C'était pas si pire que ça, c'est pas le temps. C'est le temps d'écouter avec empathie, de permettre l'espace pour écouter ces récits des survivants, de regarder dans le miroir et de se poser la question, comment puis-je faire partie de la solution? Et comme notre aîné Dan a dit, comment je peux être comme ce colibri qui voit le feu et il va chercher une seule goutte d'eau? Qu'est-ce que je peux faire dans ma communauté pour créer une communauté où tout le monde puisse y appartenir? Comment être empathique, d'avoir un espace inclusif où tout le monde ressent c'est ma place ici et je suis en sécurité ici. Comme la ministre a partagé, non seulement sécure en raison de la COVID-19, mais par rapport à ma race, à mon invalidité, à mon orientation sexuelle, en sécurité en raison de mon identité. Et ce que cela veut dire, c'est que je peux contribuer pleinement ici parce que je suis en sécurité. C'est de cette façon qu'on aura tout le monde qui va donner son 110% en sachant que j'ai ma place ici et je suis en sécurité. Alors, pourquoi ne pas prendre l'engagement? La prochaine fois que quelqu'un partage avec nous un moment difficile qu'ils ont vécu, que ce soit avec la circulation, en venant travailler ou avec le racisme, prenons un engagement tout de suite que nous allons écouter avec empathie, que nous allons donner de l'espace à cette personne, que nous allons écouter. On ne donnera pas de conseils, on ne se mettra pas au centre de la discussion, on va se taire tout simplement. On va fermer la fermeture de notre bouche. Zip. Et ça me rappelle un autre film en VHS. Zip it. Zip. Alors, un jeu de mots, Zippy Longstocking. Zip it. Voilà. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je voulais m'amuser un petit peu. La dernière chose que je vais partager, ensuite, nous allons passer aux questions-réponses. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez-les dans les questions-réponses et ensuite, nous allons répondre à certaines questions. Dernière chose que je vais partager. Si nous voulons établir des équipes, des familles, des communautés où tout le monde a le sentiment d'appartenance, nous devons traiter des micro-agressions. Des micro-agressions, c'est comme
Oh, ça, c'est un nom bizarre. Pouvez-vous avoir un peu d'empathie et imaginer si quelqu'un vous disait la même chose? C'est un signal. Vous n'avez pas votre place ici. C'est pas ça qu'on veut dire bien souvent. Peut-être qu'on s'amuse. Parfois, nos paroles communiquent quelque chose. Vous pouvez être une bonne personne avec un grand cœur et vous dites, oh, vous parlez tellement bien pour une petite fille noire. Quels sont les impacts de vos paroles à ce moment-là? Vous dites quoi? Vous dites que les personnes noires sont quoi? Ce sont des micro-agressions. Votre cœur peut être à la bonne place, mais vos paroles peuvent avoir un impact qui blesse. Et je sais que vous ne voulez pas ça. Alors, soyons conscients de nos paroles et ce que nous communiquons pour nous assurer que nous ne faisons pas en sorte que la personne se sente qu'elle n'a pas sa place. Une autre chose, est-ce que je peux toucher tes cheveux? Peut-être que vous avez un grand cœur et vous êtes curieux. Ah, c'est bizarre. Est-ce que je vais partager cette vidéo avant les questions et réponses. Comment les femmes se sentent lorsqu'on leur dit « Est-ce que je peux toucher vos cheveux? » Est-ce que je peux toucher vos cheveux? Non. 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 Oh, est-ce que ce sont vos vrais cheveux? Avez-vous mettre du gras dans vos cheveux? J'aime pas que les gens mettent leurs mains dans mes cheveux. C'est dégoûtant. Non. Non. Est-ce que moi, je peux toucher vos cheveux? On n'est plus un être humain qui a droit à son espace. On est quelque chose à regarder ou à toucher. Je ne suis pas un animal domestique. Il y en a qui ne le demandent même pas. Ils arrivent et ils me touchent à mes cheveux. Oh, c'est formidable. D'accord, formidable. Donc, questions et réponses maintenant. Est-ce qu'il y a des questions à date? Anthony, merci. Merci. Tellement, une présentation tellement énergique, mais aussi avec beaucoup de perspectives. Merci d'avoir été là. Je suis Nathalie Rumshank de l'Association canadienne des entraîneurs. Je suis là aujourd'hui avec vous du territoire non cédé traditionnel des peuples algonquins Anishinaabe. Très formidable d'entendre votre présentation, Anthony. De très bonnes perspectives pour nous. Nous avons une salle ici, avec une salle virtuelle, bien sûr, avec des entraîneurs, des chercheurs, des athlètes. Tous sont des leaders, des partenaires dans notre système sportif et nous représentons des organisations petites, plus grandes, des bénévoles. Souvent, nous portons plusieurs chapeaux et nous voulons ce qu'il y a de mieux pour notre système sportif. Nous avons des défis aujourd'hui même et définitivement, nous voulons avoir des organisations qui sont inclusives et diversifiées selon ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Nous voulons avoir des actions concrètes derrière ces paroles. Quelles sont une ou deux actions concrètes que nous pourrions mettre en œuvre aujourd'hui pour faire la promotion de l'antiracisme dans nos équipes et dans nos organisations? Oui, certainement. Des comportements inacceptables qu'on ne traite pas, qu'on n'aborde pas, devient un comportement acceptable. Donc, si vous ne dites rien par rapport à ce commentaire homophobe ou à ce commentaire sexiste, si, en tant que leader, vous ne dites rien au moment où ça se produit et que tout le monde sache que ce n'est pas correct, que ça vient d'un entraîneur adjoint ou peu importe votre contexte, si vous n'en parlez pas tout de suite, ça communique que c'est correct. Donc, nous devons avoir le courage lorsque cela se produit et nous devons créer une culture où c'est pas correct. Donc, de s'exprimer au moment où ça se produit, c'est essentiel. Aussi, de croire les gens lorsqu'ils disent « Hey, voici ce qui se passe ». Vous allez établir cette confiance. Donc, de faire ce travail avec vos propres leaders, c'est important. D'apprendre au sujet des microagressions, des préjugés inconscients, d'avoir des formations comme aujourd'hui, de comprendre ce que ça fait pour les personnes de couleur ou pour les
femmes ou ceux qui sont dans la communauté LGBTQ+, ou ceux qui sont dans la communauté des personnes handicapées. Ce sont tous des personnes, des choses qui vont faire en sorte que nos organismes et nos équipes seront plus inclusifs. Une question ici dans la discussion, ça nous mène un peu plus loin. Quels seraient vos conseils pour communiquer l'inclusion pour d'autres personnes, d'être un entraîneur dans une communauté, se lever debout pour des personnes avec des invalidités lorsque nous n'avons pas une invalidité nous-mêmes? C'est pas clair pour moi. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Lisez la question encore une fois. Quels seraient vos conseils pour communiquer ou pour parler d'inclusion pour les autres, par exemple? Et je crois que vous y avez répondu un peu dans votre dernière réponse, de se lever pour les gens, mais surtout pour des gens qui ont des invalidités, lorsque peut-être ces invalidités ne sont pas visibles. Oui, je crois pour moi, vous l'avez dit, vous lever, avoir le courage de se lever et de parler pour ces personnes, même si vous ne faites pas partie de ce groupe. C'est ça d'être un allié. Je n'ai pas d'invalidité, mais je veux m'assurer que toutes nos infrastructures sont accessibles. Je veux que tout le monde puisse y avoir accès, même si cela n'a pas d'impact sur moi, même si je peux marcher jusqu'à la salle de toilette et que je reviens à pied. Je veux m'assurer que n'importe qui puisse avoir accès à la même infrastructure. Comment être allié? Comment être défendeur? Parfois, ça prend du courage, tout simplement, et d'écouter savoir quels sont les besoins. Je peux être là et être un allié pour ceux qui ne sont pas représentés. Vous l'avez mentionné dans votre présentation aujourd'hui pour votre propre mieux-être et votre santé mentale. Comme une communauté qui pratique l'empathie, mais aussi de pratiquer nos stratégies de prendre soin de soi. Vous avez mentionné vos pratiques de mieux-être. Quelles sont des pratiques que vous utilisez pour votre propre santé mentale et mieux-être? Oui, merci d'avoir posé cette question. Et j'aime beaucoup lorsqu'on parle de normaliser. Il y a 5 ou 6 ans, la santé mentale, oh, moi, j'ai pas de problème avec la santé mentale. Oh, c'est pas moi. Et maintenant, on peut se poser la question. Hey, vous faites quoi pour votre santé mentale? On peut se poser la question maintenant. Si vous écoutez et vous n'avez pas de réponse à cela, je vous encourage à y penser. Tout le monde a une santé physique, mais tout le monde a une santé mentale aussi. Et si vous n'êtes pas intentionnel avec votre santé mentale, ça peut faire des dépressions, des épuisements. Donc, pour moi, la respiration a été une des pratiques les plus aidantes que j'ai maintenant. J'aime différents exercices alors, la respiration Wim Hof, je fais la respiration en boîte, box breathing. Donc, je inspire 4 secondes, je la retiens 4 secondes et j'expire 4 secondes, je retiens mon souffle 4 secondes. En plein milieu d'une conversation, il n'y a personne qui sait que je le fais. Et pour moi, l'autre chose, c'est que j'ai reconnu que j'ai besoin de temps pour moi à tous les jours. Je suis un extroverti introverti ou un introverti extroverti. J'aime les gens, mais j'ai besoin du temps. Je me prends 30 minutes à moi tout seul. Peut-être que j'irai prendre une marche ou une douche un peu plus longue, mais j'ai besoin de temps pour me vider la tête et ensuite je peux être là complètement pour ce que j'ai à faire. Alors, qu'allez-vous faire quotidiennement pour soutenir votre santé mentale? Je crois que c'est une bonne question. Nous avons beaucoup de parents et d'entraîneurs communautaires. Les gens ont posé des questions par rapport aux ressources pour apprendre comment approcher des discussions avec le racisme, avec les jeunes et avec leurs enfants. Oui, bonne question. Je vais partager quelques livres avec vous que j'ai beaucoup aimés. You are your best thing. Vous êtes la meilleure chose pour vous-même. Alors, ce sont 20 auteurs noirs qui ont partagé leur histoire
dans toutes sortes de secteurs, dont l'intersectionnalité. Alors, il y a des gens qui ont différentes expériences des miennes. Donc, c'est important d'entendre d'autres histoires. Voici un très bon livre. Pour moi, c'était mon manuel. Comment être un antiraciste par Dr. Kendi. Ce livre m'a ouvert les yeux d'une manière qu'aucun autre le fait. Une autre chose, le film 13e et l'autre film When They See Us, lorsqu'ils nous voient. Et il y a un balado, j'oublie le nom. Oui, je vais vous l'envoyer et je pourrai le partager plus tard. Oh, je l'ai. Ça s'appelle Color Code, code de couleur. Ils ont partagé une idée que le Canada a un complexe d'être un ange. Oh, on n'a pas de racisme ici. On a un complexe d'être un ange. Je vais prendre une autre question ici. Avez-vous des conseils à donner pour un organisation blanche pour s'assurer que les personnes de couleur se sentent accueillies? J'aime le cœur ici. Oh oui, nous sommes de prédominance blanche, mais je veux que les gens se sentent à l'aise à venir se joindre à nous. Ayez ces discussions avant d'avoir des personnes de couleur dans votre vestiaire, avant que quelqu'un provienne de ces communautés. Sinon, peut-être que la communauté va être un petit peu hostile pour ces personnes lorsqu'elles arriveront. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont même pas conscients de certaines paroles. Parlez déjà de microagression, d'antiracisme, mais comment vous êtes personnellement offensé par des remarques désobligeantes. Lorsque je grandissais à Newmarket, en Ontario, je jouais des sports et c'était tellement amusant. Et si quelqu'un faisait un commentaire raciste, négatif, tout le monde me regardait, moi. Oh, c'est contre Anthony, c'est à Anthony de parler. Mais je crois ce qui devrait arriver lorsque quelque chose comme ça arrive, ne me regardez pas. Regardez la personne qui vient de le dire et demandez, « Oh, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu dis ça? » S'il veut parler comme ça, alors, tu ne peux pas, tu peux parler du fait qu'il y a de la misère à lancer avec sa main gauche ou blablabla, mais tu n'as pas à faire un commentaire par rapport au fait qu'il est noir. Je ne fais pas partie de la communauté LGBTQ+, mais si quelqu'un dit quelque chose de négatif par rapport à la manière dont il manie le ballon de basketball, vous pouvez le dire, mais ne pas rire de quelqu'un juste parce qu'il est ajouté qu'il fait partie de la communauté LGBTQ. Alors, c'est comme ça que les gens vont se sentir en sécurité et inclus. Je suis tellement contente de voir que vous avez été en mesure d'ouvrir notre conférence aujourd'hui. Très belle direction et orientation, des rappels, une inspiration pour nous tous, pour que nous nous levions et que nous nous assurions d'être responsables des autres et de pouvoir intégrer cela dans nos vies personnelles et nos vies professionnelles sur une base quotidienne. Tout ce que vous avez partagé aujourd'hui est essentiel pour un environnement sécurisant et ouvert. Merci beaucoup, Anthony. Merci. Il y a beaucoup de commentaires qui rentrent. Des gens ont vraiment aimé votre partage aujourd'hui. Merci beaucoup de la part de l'Association canadienne des entraîneurs. Et merci que vous ayez eu ce thème. Vous faites un très beau travail. Continuez votre travail et bonne semaine. Merci, Anthony. À vous, Benoît. Merci Nathalie. Merci, Anthony, pour toutes ces perspectives que vous avez partagées aujourd'hui. Une chose qui va rester avec moi pendant longtemps, je peux vous le dire, Anthony, et j'espère, c'est d'écouter avec empathie. Ça le dit. Ça dit tout. C'est le centre de cette conversation et ce que nous devons prioriser. Écouter avec empathie.
Merci, Nathalie, d'avoir animé notre séance de questions et réponses. On aurait pu prendre 3 ou 4 heures de plus. Anthony, vous êtes un très bon conteur. Je viens de vous découvrir aujourd'hui. Vous m'avez fait rire, alors merci. C'est un bon matin pour un bon avant-midi dans l'Ouest. C'est un bon heure du dîner pour l'Est. Merci, Anthony. Bonne fin de journée. Alors, merci à Petro-Canada d'avoir commandité notre plénière aujourd'hui. Puis, comme commanditaire, Petro-Canada offre l'opportunité de gagner, comme la plupart des années. Alors, l'essence gratuite pour ceux qui se sont inscrits avant à la préinscription. Alors, j'aimerais bien que ce soit moi, mais ce ne sera pas moi. Et cette année, plus de 450 délégués sont admissibles pour ce prix extraordinaire. Et j'aimerais présenter un de mes amis, aussi olympien en escrime, Joseph Polosifakis. Il est maintenant consultant pour les commanditaires à Petro-Canada pour présenter le gagnant de cette année. Et j'ai le plaisir d'annoncer le prix des préinscrits, 450 délégués qui se sont préinscrits à la conférence. C'est incroyable et je suis très heureux d'annoncer le gagnant. Et nous aimerions officiellement partager que Alexandre Bernard-Renault, le gagnant de l'essence gratuite pour 1 an. Félicitations, Alexandre. J'espère que cela va pouvoir vous permettre de voyager à beaucoup d'endroits cette année. À cette conférence 2021 et amusez-vous bien. Merci. Amazing. Thank you, Joseph. Formidable. Merci, Joseph. Et félicitations, Alexandre. Bravo. J'espère que vous êtes là et que vous allez avoir une très bonne journée avec essence gratuite pour l'année. Alors, n'oubliez pas les kiosques de Petro-Canada à l'exposition pour que vous puissiez vous inscrire pour un autre prix, 500 000 Petro-points, c'est 500 $ d'essence. Et avant d'aller à l'espace virtuel, il faut bouger, n'est-ce pas? On a eu une très bonne heure, mais je crois que nous sommes tous des gens actifs. Nous devons avoir une activité. Et alors, cette première pause d'activité. Bonjour à tous, je m'appelle David, je suis entraîneur et propriétaire de Team David Fitness. Aujourd'hui, je vais être votre entraîneur pour les prochaines 4 minutes et on va avoir un entraînement en fait sans équipement. Ça va être intense, ça va passer vite et sur ce, on est là pour s'amuser et débutons. All right. Alors, le workout d'aujourd'hui, on va commencer avec des jumping jacks sans saut. Alors, on se déplace de chaque côté, on garde les abdos en contraction, le corps reste droit. On y va pour 15 secondes. Oh yeah, let's go gang, on va se réveiller et ensuite, on va y aller pour un autre 15 secondes, mais on va sauter cette fois-ci. On y va dans 3, 2, 1. Let's go. On y va avec des jumping jacks. On saute pas trop haut. On garde les bras légèrement fléchis. Gardez les abdos en contraction. On inspire avec le nez. On expire avec la bouche. Il reste encore 5 secondes. Oh yeah. 3, 2, 1. Excellent. Ensuite, on veut garder l'intensité. C'est seulement 4 minutes. Alors, on marche sur place, on lève les genoux vers l'avant, on garde les abdos en contraction, le corps reste bien droit et ensuite, on va continuer dans 5 secondes à courir sur place et cette fois-ci, on veut monter les genoux vraiment le plus haut possible dans 3, 2, 1. All right, let's go, let's go, let's go. On augmente la cadence. On lève les genoux, c'est juste 15 secondes. Oh yeah, on inspire avec le nez, on expire avec la bouche. 3, 2, 1. Perfect. Ensuite, prochain exercice qu'on veut faire. On va descendre légèrement notre centre de gravité et on va faire une élévation latérale de chaque côté. On expire en montant la jambe. On inspire en descendant. Encore 5 secondes. Il devrait commencer déjà à faire chaud. 3, 2, 1. Ensuite, on alterne. Ce qu'on va faire,
On va faire un déplacement latéral. On descend notre centre de gravité. On est en demi-squat. Garde les abdos en contraction. Les épaules sont droites vers l'arrière et on se déplace. Let's go. 1, 2, 1, 2. C'est juste 15 secondes. 2, 1, 2. Good job, guys. On continue. All right, on reste plus bas encore. Oh yeah, that's good. On continue. Good job. 3, 2, 1. Excellent. Ensuite, on continue d'alterner avec les squats. Alors, on va descendre. Garde les abdos en contraction. On descend environ à cette hauteur-ci. Et on remonte. On arrête avant la pleine extension, juste en haut. Et on continue. Let's go. Inspire, expire. Let's go. Oh yeah, c'est juste 15 secondes. Ensuite, on continue avec des jump squats. Si jamais vous avez des problèmes de genoux, des problèmes de dos, ne sautez pas. Continuez tout simplement avec les squats. Pour les autres, on garde l'intensité. 3, 2, 1, let's go, jump. On expire en montant. Let's go, on augmente l'intensité. Let's go, il reste juste encore 7 secondes. Let's go, come on. 3 de plus. 2. Un dernier pour la chance. Very nice. On a presque terminé le workout, guys. On lâche pas. Prochain exercice, on descend notre centre de gravité. On est à la hauteur d'un squat. On garde les abdos en contraction, les épaules vers l'arrière. On va envoyer le pied vers l'avant, de côté, en arrière et on va vraiment faire un cercle. Vous allez comprendre assez vite. 3, 2, 1, let's go. Devant, côté. Très important, on reste bas. On se déplace. Devant, devant. Oh yeah, vous allez voir. 15 secondes. Ça passe extrêmement vite. On reste le plus bas possible. Let's go. Devant, devant, côté. On est comme sur le Dance Dance Revolution. Let's go! Let's go, guys. On est presque fini. 3, 2, 1. On est presque terminé le workout, guys. On lâche pas. On arrive à la fin. Donc, ensuite, ce qu'on veut faire, on garde les jambes larges. On va sauter et finir notre mouvement. Alors, on fait un demi-squat et on saute. On y va dans 3, 2, 1, let's go! Gardez les abdos en contraction. Le corps reste bien droit. La fin approche. Continuez. Lâchez pas, ça va faire du bien. On va s'en réveiller en masse. Let's go, guys. 3, 2 et un dernier pour la chance. Let's go. Nice. All right. Good job, guys. Ça a été extrêmement productif. 4 minutes, ça a super bien été. Et maintenant, vous allez pouvoir me suivre sur tous les médias sociaux au nom de Team David Fitness et sur mon site internet www.teamdavidfitness.com. On a des recettes faciles à télécharger et une panoplie de plans d'entraînement. Sur ce fut encore un plaisir pour moi. Je vous souhaite vraiment une magnifique journée et à très bientôt. Woo! Well, thank you, Decathlon. Merci, Decathlon. Je suis épuisée. Je devrais recommencer avec 4 minutes très intenses. Oui, il faut prendre de l'eau. C'est l'heure du dîner. Le prochain point dans l'ordre du jour, c'est une pause de 45 minutes. Non, 42 minutes parce qu'on va revenir à 1h45. Nous vous invitons à visiter les partenaires de l'événement dans le salon virtuel, à participer aux discussions dans le salon des entraîneurs Team Snap et à participer au défi SLS pour avoir la chance de gagner un ensemble de prix de l'ACE. L'espace virtuel de l'événement comprend également un flux d'activités en direct où vous pouvez voir les tweets postés avec le hashtag SLS21. La publication des tweets est un autre moyen de gagner un autre grand prix offert par l'un des parrains de longue date du CAC. Team Snap offre un grand prix incroyable, un abonnement d'1 an à son service de club et de ligue ou d'équipe. Tout ce que vous avez à faire est de marquer Team Snap dans un message social en utilisant le hashtag SLS21. Merci, Team Snap, pour votre soutien continu au fil des années, bien sûr. Les délégués ont également accès à la page de vidéo à la demande qui demande plusieurs présentations de l'ACE et de nos partenaires sportifs. Tout au long de la conférence, les sessions seront enregistrées et affichées sur cette page pendant 30 jours après la conférence. Alors, vous aurez le temps, si vous en avez manqué, de retourner et de le revoir. Nous avons prévu 3 séances en petits groupes cet après-midi et une ce soir qui sont ouvertes à tous les délégués. Nous avons également 2 ateliers qui sont tous les 2 complets.
Si vous vous êtes inscrit à l'avance à l'un de ces ateliers, vous avez reçu un courriel contenant le lien et le mot de passe pour participer à la séance. Après les séances de l'après-midi, nous vous invitons à participer à notre table ronde quotidienne par appel vidéo pour partager vos réflexions et questions de la journée, ainsi que ce que vous attendez avec impatience pour les 2 prochains jours. Nous avons aussi un événement très spécial qui commence à 3h15, heure de l'Est. Cet après-midi, les délégués auront l'occasion de participer à un jeu de questions sur le sport avec les meilleurs moments des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, dirigé par l'animateur vedette du CBC, Scott Russell. Il y a 5 prix incroyables à gagner grâce à notre parrain principal CBC Sport. Enfin, nous vous invitons tous à regarder demain soir le gala du prix de leadership sportif prêt au Canada, très intéressant aussi, qui va célébrer Tokyo. La diffusion du gala commencera à 19h30, heure de l'Est, sur la chaîne YouTube de l'ACE et nous vous encourageons à vous joindre à nous pour célébrer les lauréats de cette année. Et c'est tout pour la séance plénière d'ouverture du SLS 21. Amis et délégués, profitez des sessions de la conférence qui débuteront à 13h45 dans 39 minutes, heure de l'Est, et je vous verrai tous à l'événement de bienvenue. Merci à tous.